lecture de décembre. Alors j'enchaîne, hein, voilà, je sais, je vous l'ai expliqué si vous avez vu le vlogmas, je tourne à la suite, là c'est mon pull pour aller au cinéma. Je ne sais pas ce qu'on va aller voir encore, j'y vais avec une de mes copines de passage, donc qui m'a dit « Ah, je vais aller au cinéma avec toi !» Je dis « Ok ». C'était pas prévu, hein, mais c'est pas grave, c'est marrant de faire ça. Alors, je dois avouer qu'au mois de décembre, je suis quand même assez fière, j'essaye de les mettre dans l'ordre. Je suis assez fière parce que j'ai lu tout ce que j'avais prévu. Sauf que j'en ai rajouté un parce qu'on m'en a offert un. Donc voilà, tout ce que j'ai lu au mois de décembre. Donc on va commencer par le premier que j'ai lu. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci. Donc ça s'appelle Psychopop, donc de Jean-François Marmion. Donc les dessins sont de Kurt. C'est aux éditions de Boec. C'est un livre reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Les masses critiques, vous savez, on va pas dire celles qui sont sur le site, celles qui sont envoyées par mailing. Voilà. Je dois avouer que c'est pas le titre Psychopop qui m'a emballé, c'était surtout quand j'ai vu Psychologie des héros et anti-héros. Je me suis dit, à tous les coups, tu vas en trouver dedans chez toi. Voilà. C'est un livre qui est assez sympathique à lire. C'est pas très long. Vous voyez. Il y a des textes et des dessins. Alors des dessins qui sont pas toujours très drôles, pas très très fins quelquefois, qui m'ont pas forcément fait rire. Il y en a certains qui m'ont fait un peu sourire, mais ça m'a jamais fait hurler de rire. Par contre, il y a des interviews qui sont assez quelquefois truculentes, quelquefois moins. Mais il faut quand même être pointu. Par exemple, celle de David Bowie, il faut quand même comprendre les sous-entendus. Mais dans ce livre, en fait, il décrit tous les syndromes, plus ou moins, psychologiques qu'on peut rencontrer. Alors vous avez les syndromes de Peter Pan, les obsessions, compulsions, vous pouvez avoir les addictions, le trouble bipolaire, la paranoïa, machin, illustré par tout ce que nous, on peut avoir comme personne référente. Alors que ça soit dans les films, dans les livres, en musique, au cinéma, etc. Et je dois avouer que voilà, il y a des passages où j'ai vraiment je me suis dit ah ouais. Donc en fait on en tient tous une couche, hein. En gros je vous le dis tout de suite parce qu'on aime les psychopathes. Super. Non mais c'est bien, on aime les psychopathes. Voilà, donc pour ceux qui connaissent mon amour pour Hux et pour Kylo Ren, je suis bonne pour enfermer, moi c'est bien, ça m'a rassurée tout de suite, voilà. Donc c'est assez sympa à lire. Je vous dis, c'est hyper facile à lire, c'est pas difficile. Il y a des références, il y a des boutades. Il faut pas se prendre la tête. Il faut pas voilà, il faut pas vraiment se prendre le chou avec ça. Sachant que Marmion est quand même psychologue, donc je pense qu'il doit savoir à peu près de quoi il parle, puisqu'il avait écrit, je crois, la psychologie de la connerie, je crois. Voilà. Donc, en gros, la raccroche, c'est. Je vous lis le truc d'accroche derrière. Hein, il y a écrit Saviez-vous qu'Anakin Skywalker était borderline? Oui. Que Rambo souffrait d'un stress post-traumatique? Oui. Que Hulk présentait un trouble explosif intermittent, tu m'étonnes. Et que Voldemort est carrément un psychopathe. Oui, ça, on avait bien compris. Palpatine aussi, d'ailleurs. Alors, je sais pour Palpatine. Non, je dis pour ceux qui l'ont lu, je sais pour Palpatine et l'épisode 9. Je vous vois. Voilà, la référence Star Wars est arrivée. Ceux qui aiment Game of Thrones, Ramsay en prend pour sa tronche deux fois, c'était grandiose. Voilà, c'est sympathique, j'ai passé un bon moment à lire, mais je vous dis, je pense que le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est souvent que les dessins... Voilà, c'était pas ma came les dessins. Je dois avouer que, voilà, c'était pas ça. Autre livre que j'ai lu, que j'ai reçu cette fois-ci par les éditions Marchiali, donc en SP. Donc ça s'appelle Le Prodige, donc de Juan Pablo Meneses. C'est chez Marchiali. C'est un auteur chilien. C'est bien pour ça que je l'ai demandé. Ah bah oui, ça, vous savez, moi le Chili. Hein. Voilà, donc comme j'ai vu auteur chilien et que ça parlait de foot, on est bien d'accord pour vu la couverture. Chilien foot, Lisa. Ah bah oui, c'est facile. Alors là, en fait, Meneses a déjà écrit un livre où il achetait une vache. Oui, alors là, vous dites, ça y est, Lisa a perdu pied. Non, non, non. Il achetait une vache, en fait, pour faire sa quête de richesse. Alors, il expliquait que, en gros, s'il achetait une vache, il pouvait produire des choses, etc., et devenir riche. Et deuxième ouvrage, il achète un footballeur. Enfin, il achète.
Voilà, il est à la recherche d'un jeune footballeur qu'il pourrait prendre sous son aile et devenir son agent pour pouvoir le revendre au plus offrant, bref, à un club étranger, notamment européen, qui est le Graal. Alors, il enquête un peu partout sur l'Amérique du Sud. Il part à la recherche de truffes, de truffes. Donc, il recherche, en fait, gros, il est à la recherche d'un nouveau Maradona et Messi, si on veut passer par là. Tous les autres sont très très bons, mais ils sont pas à ce niveau-là, on est bien d'accord. Voilà, Pelé par exemple. Voilà, vous avez Pelé, Maradona, Messi maintenant. Hein, voilà. Et au-dessus, ils sont mignonnés, mais c'est un peu des stars. Voilà, donc. Oh, il y en a d'autres, Zébio aussi. Oh, on va pas faire foot. Oui, non, sinon vous me lancez sur le foot, on en a pour 20 minutes. Donc en fait, dans cette truc, il part comme ça. Et il y a des chapitres qui sont assez courts, c'est 2-3 pages. Mais il explique le cheminement, il fait des rencontres avec des agents, avec des entraîneurs locaux, avec des présidents de clubs, avec des gens qui peuvent l'aider, avec des entremetteurs, avec des recruteurs, etc. Ou même avec justement les footballeurs du cru, les gamins qui jouent dans les favelas, les gamins qui jouent sur un centre, etc. Donc on croise Pablo Escobar qui en Colombie, outre le fait qu'il touchait un peu à la blanche, beaucoup, a fait beaucoup pour certains quartiers, a réinvesti l'argent qu'il gagnait. On veut bien, ok, c'est l'argent peut-être sale, mais enfin pas blanc, mais en tous les cas, il a œuvré pour faire des choses sociales, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc en fait, il explique le cheminement que peut avoir un agent qui prendrait sous sa cape, sachant que effectivement pour, mettons, on va dire 10 jeunes footballeurs qui sont très doués, qui arrivent en Europe, il y en a un qui va être pris, les autres vont repartir d'où ils venaient, en ayant miroité la vie de star, puisque en fait au début, et c'est ce qu'il explique dans le livre, les gamins à l'époque avaient cette ambition de devenir le meilleur footballeur du monde, de devenir THE footballeur. Maintenant, ils ont l'ambition de devenir le mec friqué, avec beaucoup d'argent, avec des belles filles, avec des belles voitures. Le sport, c'est secondaire. Le foot, on s'en bat l'œuf. Voilà. Donc, c'est ce qui peut ressortir. Il sort un troisième livre sur comment il a acheté Dieu. Enfin, il s'est acheté un dieu pour faire sa propre religion. Donc, je l'ai demandé à respect. Je suis pas sûre de le récupérer parce qu'on m'a pas répondu. Mais parce que s'ils me répondent pas forcément oui, hein, on est bien d'accord. Mais si sort et que je ne l'ai pas, je l'achèterai parce que j'ai vraiment bien aimé la plume de l'auteur. Donc ça s'appelle Le prodige Juan Pablo Meneses, donc chez Marchiali, c'est ça, oui. Voilà. Ensuite, j'ai lu ce livre-là que j'ai vu notamment sur la chaîne de Gwen. Qui était en français, qui s'appelle Nous les Allemands. Moi je l'ai en anglais parce que j'ai dit à mes potes, il est hors de question que je mette 20 € dans un bouquin qui fait cette épaisseur, en tous les cas. Et mes potes m'ont dit, mais tu rigoles, il a même pas 9 livres sterling en Angleterre, on te l'envoie. Voilà, donc j'ai lu We Germans de Alexander Starrick. Donc là, je sais plus chez qui chez. John Murray Press, pour ceux qui sont intéressés. Donc en fait, on est en présence de Callum, qui est un jeune homme dont le grand-père est allemand et qui l'a toujours un peu pressé de demander ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que bon, il s'est bien douté, etc., mais le grand-père n'en parlait pas. Et un jour, il lui repose la question, et son grand-père botte en touche, en gros. Enfin, les grands-parents bottent en touche, et son grand-père qui reste botte en touche parce qu'il a perdu sa grand-mère longues années avant. Et quand ce grand-père décède, il y a une lettre qui lui est remise à ce petit-fils et qu'il découvre, et son grand-père lui explique on va dire son cheminement dans l'armée allemande, notamment la Wehrmacht, etc. Et il y a deux voix qui s'entremêlent dans ce récit, puisqu'il y a les extraits de la lettre et ce que Callum en pense, et ce que Callum a peut-être répondu à son grand-père à un moment donné. Voilà. Alors c'est vrai que ça se focalise beaucoup sur l'année 1944, principalement, on va dire. C'est vrai que c'est... moi, j'ai rien appris de ce qu'un soldat allemand de cette période-là peut dire, c'est-à-dire le fait que certains ne croyaient déjà plus, certains qui y croyaient beaucoup se sont retrouvés une claque dans la gueule, des illusions complètes, donc entre le désespoir et le fait que il faut se battre jusqu'au dernier, parce que de toute façon, vu que
vu qu'on a été minable, à un moment donné, c'est soit on sort par mort par la grande porte, soit ben, on est minable, hein, donc voilà. Euh, alors, moi j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. En anglais, je sais pas ce que ça donne en français. C'est très très agréable. Je pense que c'est pas un roman qui est compréhensible par tous, dans le sens où c'est pas une question d'écriture, c'est pas une question de mots, hein, attention. Je pense qu'en français, si c'est traduit correctement, c'est hyper facile à lire, hein, c'est vraiment, là c'est de l'anglais basique, donc en français ça doit être du français normal, quoi. Oui, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir le petit Robert ou l'universaliste juste à côté pour être sûr d'un mot. Mais il faut quand même avoir, je pense, un petit niveau de connaissance sur l'année 44 et notamment sur les, les niveaux de balance au sein de la Wehrmacht chez les soldats. Ça a été très très... C'est une année charnière dans le sens où, voilà, il y avait... C'était pas encore tout à fait fin, mais c'était pas le début, c'était déjà le début de la fin depuis Kursk, mais il y avait encore de l'espoir, on va dire. Voilà. Mais c'était pas uniforme partout. Après, on peut peut-être penser pour ceux qui, justement, connaîtraient pas trop que le grand-père se dédouane complètement, ce qu'il peut faire. D'ailleurs, ça peut être pris comme ça. Il se dédouane un peu de ce qu'il a fait, de ce que ses camarades ont fait, de ce que ses amis ont fait, ce que l'armée allemande a fait, ce qu'ils ont subi derrière, ce que lui a enduré entre guillemets, il revient à un moment donné, il y a une phrase quand même où il revient sur ce projet qui avait été fomenté par des rescapés des camps, où leur but, certains, avait été de vouloir absolument se venger sur une ville allemande. Éventuellement de pas de nettoyer une ville mais de faire des morts, des milliers de morts pour pouvoir dire bah voilà œil pour œil dent pour dent en gros. Mais vraiment, c'est au milieu d'un truc. Donc, moi, je l'ai capté comme ça. Après, c'est peut-être pas du tout ça. Mais moi, ça m'a fait un réflexe. Mais je pense que pas forcément tout le monde captera ça. Mais après, c'est pas grave. On s'en fout. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était profondément intéressant sur le côté euh, honte, responsabilité, culpabilité. Je pense que au-delà du fait que quelquefois il peut se dédouaner, on sent qu'il y a quand même ces trois-là qui ont été, qui ont pesé derrière. C'est-à-dire même s'ils ont fait leur vie, même s'ils sont partis, parce que visiblement après ils sont partis en Angleterre, eux, enfin, en fait, bon bref, Kaloum vit en Angleterre, mais son grand-père était en Allemagne, machin, bon bref. Enfin, vous avez qu'à le lire si vous voulez, mais voilà, il y a eu quand même une chape de plomb derrière sur ces personnes-là qui ont vécu ça, et certains n'ont pas voulu, ou n'ont pas pu, ou n'ont pas su, au choix du roi, par honte, par culpabilité, par regret, remords, ce que vous voulez dire, ou aveuglement aussi, ça peut arriver, n'ont pas voulu affronter ce qui était derrière, ou l'ont fait mais de façon détournée, ont fait comme le grand-père, n'ont pas voulu en parler parce que c'était pas possible. Voilà, donc moi j'ai trouvé que Wade German était vraiment assez... c'est casse-gueule hein, de faire ça. Voilà, donc honnêtement, Alexander Starrett, je ne sais pas ce que ça donne en français. Donc si Gwen passe par là, j'aimerais bien qu'on en parle en off toutes les deux, parce que quitte à se faire un papotage Instagram par MP en Instagram vocal, parce que j'ai lu les commentaires après l'avoir lu en français. Waouh, il y a quand même enfin, il y a pas mal de commentaires négatifs et j'ai pas trouvé extraordinaire, il n'est pas dans le top 15, hein, on est bien d'accord. Mais je trouvais si mauvais que ça, il a été très attaqué. Enfin, est-ce que ça n'a pas été bien traduit? Est-ce que c'est parce que c'est casse-gueule, hein, 70 ans après la guerre, quand il explique. C'est vrai que c'est casse-gueule, hein, mais voilà, ça peut être très très malin, parce qu'il y a beaucoup de non-justifications et de justifications qui peuvent heurter. Voilà, mais je vous dis, je pense que c'est pas compréhensible par tout le monde qui n'est pas vraiment très pointu sur l'année 44 dans la Wehrmacht. Voilà, mais c'est peut-être pour ça.
Alors, autre livre que j'ai lu donc le livre de Meg qui s'appelle Les Épureurs, c'est le tome 3. Je vous montre la couverture en grand. Voilà. Alors, j'ai lu les deux premiers. Je crois, si je me souviens bien, que j'ai lu le 2 en bêta lectrice. Elle va encore me taper dessus, Meg. Alors, le premier, c'était, sans dévoiler, parce que je ne veux pas vous faire spoiler si vous voulez vous lire. On était dans, on va dire, l'antichambre de découverte du métier des épureurs. Je vais vous mettre plus voilà. Avec une sélection qui était limite sélection en terre inconnue, en gros, avec tout ce qu'il y a dans les sélections. L'amitié, la rivalité, les, le comité de recrutement, les épreuves, les obligations, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire. Alors on découvrait tous ces personnages et les sélections petit à petit, les petits arrangements entre amis ou ennemis, ceux qui étaient là parce que leur vie en dépendait, ceux qui en avaient rien à carrer, qui étaient rentrés là parce qu'ils avaient eu de la lumière. Voilà, donc elle décrit un monde assez particulier où il y a voilà, cette tour qu'on voit qui est quand même assez centrale. Là, on voit sur la 3. Mais voilà, c'est une genre de pyramide où il y a des strates, où il y a justement plusieurs choses qui se passent. C'est dans un contexte un peu... voilà, c'est un science-fiction décalé. Dans le tome 2, en fait, on était vraiment dans la réalité de la mission, dans ce qui avait réussi ou pas à la fin du premier tome, avec les doutes, avec tout ce qui était mesquinerie, avec tout ce qui était... oui, petite relation dans un groupe, ceux qui s'étaient rapprochés, ceux qui avaient compris l'histoire et qui voulaient s'éloigner de ça, ceux qui avaient vu qu'il y avait des gens qui les avaient trahis et qui voulaient soit se venger, soit essayer de sauver leur peau, en gros. Et donc dans le 3, on se retrouve cette fois-ci avec l'envers du décor, qui n'est pas vraiment très joyeux, euh, avec notamment un avenir qui s'annonce pas très radieux pour certains. Une des protagonistes qui est vraiment la protagoniste qu'on suit, Syndra, enfin une des protagonistes, mais voilà, elle se pose il y a beaucoup de questionnements dans ce tome-là. Pour connaître Meg, je sais à peu près pourquoi. Et il y a aussi le fait que quand vous atteignez votre but, donc là le but d'être épureur, c'est que c'est pas forcément aussi génial que ce que vous avez pensé que c'était à la base. Et que peut-être vous vous posez des questions sur votre propre perception. Peut-être que vous doutez de ce métier quand vous découvrez ce que c'est, vous comprendrez. Parce que si je vous le révèle, si c'est non, c'est vous spoiler, c'est pas. Non, et puis je pense que Meg va me tuer si je le fais, et puis je le ferai pas, de toute façon, j'ai pas l'habitude de faire ça. Moi, j'ai passé un bon moment parce que, alors connaissant la plume de Meg maintenant, euh, je la trouve beaucoup plus adulte, sa plume sur le 3. Elle est plus descriptive, beaucoup plus descriptive. Elle a vécu à l'étranger et ça se sent dans ses tomes. Vous verrez pourquoi. Et elle a mis un œil largement sur le réalisme de certaines situations, avec un œil averti, avec je sais qu'elle a fait beaucoup de recherches sur certains aspects et certaines sciences, on va dire. Et ça se ressent beaucoup dans son écriture, dans ce qu'elle veut faire passer comme message, dans certaines situations. Elle a retourné certaines choses qu'elle n'avait qu'abordé légèrement dans le 1 et le 2. Et puis là, vraiment, on sent qu'il y a eu une lame de fond dans son écriture. Moi, j'ai passé un très bon moment parce que de revoir les personnages, de revoir... Bon, il y en a certains qui sont passés à la trappe. Elle a une tendance comme moi à en virer deux. Voilà, j'ai été contente de revoir les motivations de certains, de voir encore comment certains pouvaient s'accrocher ou pas s'accrocher, certains plonger parce qu'ils avaient perdu quelque chose, un but, quelqu'un ou juste une émotion. Alors j'ai pas été surprise par la fin, mais c'est parce que je suis auteur moi-même et que évidemment j'avais développé le truc et que j'étais pas tombée très très loin du pommier. Voilà, donc si vous aimez la science-fiction, si vous aimez le côté un peu développement sur la longueur d'une saga, avec des personnages, avec des aventures, avec tout ce qui peut faire l'essence d'une quête
de quelque chose, que ce soit vous ou d'un métier ou d'une promotion ou de quelque chose, bah, vous pouvez lire ça. Voilà. Donc merci Meg encore. Hein. Oui, alors ça s'appelle, le troisième tome s'appelle L'Ascension, je le montre en grand. Je rappelle que j'achète les livres de mes petits camarades. Hein. Quand je dis merci Meg, c'est merci pour la saga. Voilà, mes petits camarades ne me donnent pas leurs livres, hein, j'achète. Voilà. J'y tiens. C'est un auto-édition. Vous trouvez, je crois, bah oui, sur Amazon. Elles sont toutes les deux sur Amazon, donc voilà. Alors, autre livre que j'ai lu, et donc là j'en ai lu deux. Voilà, c'est les deux tomes, il reste un, parce que j'ai lu le tome 4. Donc c'est les Chroniques du Monde Or 4, la prophétie perdue. Et donc le tome 5, donc l'enfant de la Sylve, donc c'est de chez Lorenza, donc vous pouvez pas louper. Voilà, alors c'est une saga que j'ai lue, je l'ai mis comme ça. C'est une saga que j'ai lue quand j'avais rencontré Laure, j'avais pris son premier tome qui s'appelait donc Le Prince du désert, qui est un personnage d'Aquilam, et j'avais adoré. Mais vraiment, j'avais bouffé les deux premiers tomes, parce que j'adore ce personnage, et j'adore toujours le personnage. Alors, je suis désolée, mais même après 5 tomes, c'est toujours mon personnage préféré. Alors, dans le premier, on retrouve, parce qu'elle travaille par deux, c'est-à-dire qu'il y a 2 tomes par personnage. Donc, les 2 premiers, c'est Aquilam, les deux suivants, donc 3 et 4, c'est Aokai, donc, que vous voyez au milieu. Et ensuite, vous avez donc Aloé, qui est la petite fille, donc qui fait les 5 et 6. Et vous voyez qu'il y a plusieurs trucs. Là, c'est la forêt, là, c'est l'eau. Enfin, vous verrez l'eau. L'eau et la glace, mais l'eau. Et le désert pour le prince Aquila. Et donc, c'est... Alors, si je ne peux pas vous spoiler ce qui s'est passé, mais en gros... on a fait connaissance d'Aokai, qui est un prince des abysses, qui est né dans une société matriarcale, donc seul garçon au milieu de toutes ces femmes, et qui va passer plusieurs épreuves dans le tome 3, qui va se retrouver dans la mégacité, et il va rencontrer Aokai. Ils vont avoir des aventures parce qu'il y a une quête, il y a quelque chose de secret qui arrive. Donc il y a un but pour que ces 3 personnages se rencontrent, luttent ensemble pour aller au-delà vers quelque chose. Et l'avantage de Laure, c'est qu'elle sait faire des rebondissements là où il faut, quand il faut, sans en faire trop, sans que ça soit trop grand guidolesque ou autre. C'est toujours hyper bien millimétré, on va dire. Et elle a inventé de toutes pièces le monde or, c'est-à-dire elle a vraiment inventé 3 univers à l'intérieur de ce monde or, enfin de ces chroniques, avec des détails, avec des langues. Bon, c'est son boulot. Mais voilà, elle a inventé plusieurs langues, elle a inventé des phonétiques, les prénoms ou les noms des personnages principaux, secondaires ou derrière le fagot là, ont tous des significations, que ça soit dans la culture grecque, que ça soit dans certains endroits de notre monde à nous. Elle a pris des mots qui avaient une signification importante, elle le met à la fin des livres pour qu'on puisse nous récupérer l'essence de ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est-à-dire que c'est foisonnant, c'est enlevé, et voilà, il y a des personnages qui vous attirent plus que d'autres. Aokai dans le 3, j'étais moyennement emballée. J'aimais bien, mais j'étais pas... je dis, oh, c'est pas mon... Et là, j'aimais bien aimer parce qu'il a eu une diversité. Elle a toujours le truc dans le premier tome consacré au personnage, c'est de poser le personnage, de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi il va se retrouver à rencontrer les autres ailleurs. Parce que chacun part de son univers de base, de son royaume à lui, pour aller au-delà, pour aller voir autre chose. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'elle amène à chaque fois plus loin, tout le temps plus loin, les personnages. Donc là, le 4, il va arriver quelque chose qui fait qu'au 4, à la fin du 4, vous faites oh voilà. Ah bah oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc on se retrouve au 5.
à la découverte de Aloé. Alors Aloé, elle vit dans un endroit, comme vous voyez, c'est la forêt, l'Inafu en vérité, ou l'Inafu. Je crois que moi j'ai dit Inafu, hein, alors je suis désolée. C'est un monde ultra protégé, qui a plein de croyances, qui a des obligations, des traditions très très fortes. Et elle a qu'une seule envie, c'est de partir. Voilà, elle a qu'une seule envie, c'est de s'échapper de cet endroit, on va dire peut-être pas carcan, mais en tous les cas de ce qu'elle estime. Pareil, elle a une quête, elle doit être, et elle va être amenée à rencontrer donc ses compagnons d'aventure. Euh, et c'est un personnage qui, enfin, assez rapidement, surtout dans celui-là, alors je ne sais pas ce qui va lui arriver dans le 6 puisque c'est la fin, mais dans le 5 je dois avouer je l'ai trouvée assez antipathique, très calculatrice, ouais, très calculatrice. Elle est vraiment, je sais pas comment expliquer. Je l'ai trouvée assez suffisante, assez brève avec les gens, toujours avoir le meilleur, enfin ce qu'elle pourrait en tirer derrière. Donc oui, assez calculatrice, oui, oui, je pense que c'est ce qu'on peut dire, assez calculatrice. Et mais j'ai bien aimé, bon, toujours le ton enlevé de l'or, hein, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à avoir justement un minimum d'antipathie pour un personnage, alors que jusqu'à présent, même si Aokai n'avait pas été un personnage que j'avais particulièrement fondu dessus, je l'aimais bien. Voilà. Elle, j'en ai rien à carrer au début. Après, voilà. Mais alors, le 6 je pense que ça va beaucoup avoir plus de noirceur, parce que déjà à la fin du 5 on sent bien qu'il y a de la noirceur et, et des sacrifices qui arrivent. Donc je suppose que l'or va nous arracher les tripes et les boyaux derrière. C'est une saga qui peut plaire aux 7 à 99 ans. Honnêtement, vous y trouverez, je pense, des choses qui pourront vous faire. Alors attention, c'est pas des trucs jeunesse. Souvent il y a des gens qui le classent jeunesse. Non, c'est vraiment de l'anticipation. C'est pas la science-fiction, c'est l'anticipation parce que vraiment elle a créé un monde très très loin, mais on va dire assez puissant. Qui, vous verrez, il y a des choses qui, par exemple, dans les deux premiers, le désert qu'elle décrit, c'est la Méditerranée qui est asséchée. Voilà. Les océans, les abysses, c'est juste les gouffres, les abysses qui restent. Voilà. Je vous laisse découvrir ce qu'elle a imaginé de la problème climatique qu'elle a fait. Alors, elle le travaille depuis longtemps, donc c'est pas nouveau. Voilà. On en a parlé une fois parce que quand on avait discuté, on avait parlé de ça et je lui avais dit, mais en fait, moi, c'est quand j'ai décrit le truc peste, confinement, parquage des gens, mourir, machin, révolte et tout, et que j'ai sorti Liverpool Connection, je savais pas que 20 ans après, enfin presque, enfin, pas tout à fait, mais en tous les cas, quelques longues années après, bah, aller se retrouver avec un Covid qui allait nous clouer au bec, quoi, voilà. Donc, bah, c'est le truc des auteurs. Voilà. Donc, Laure, merci beaucoup encore aussi. Bon, je lui ai acheté, mais elle m'a fait des dédicaces, parce qu'elle me fait toujours des dédicaces. Voilà. Donc, le numéro 6 arrivera, je pense, dans l'année 2023. Je pense pas trop tard. Peut-être dans la première moitié, dans le premier semestre. Parce que là, j'ai laissé passer un an et demi. Et je dois avouer que j'ai relu en diagonale, hein, mais j'ai relu les 100 dernières pages en diagonale du tome 3 parce qu'il y avait des choses que j'avais loupées. Voilà. Quand j'ai attaqué le tome 3, je dis, ah merde, putain, ouais, c'est vrai. Voilà, donc je ne mettrai pas plus de temps. Donc ça, c'est Lorenza, donc les chroniques du monde or, le 4 et le 5. Et ensuite, le dernier que j'ai lu, ça s'appelle... Oh, parce que je peux pas le tenir autrement. Ça s'appelle La revanche des bibliothécaires, donc de Tom Gold. Et donc c'est un cadeau qui m'a été offert dans le cadre du swap que nous avait organisé Séverine de la chaîne Il est bien ce livre un soir. Et donc dans le cadre du swap, Mallory, donc Malo Books sur Instagram, m'a offert La revanche des bibliothécaires. Alors elle est coquinette parce que c'était pas du tout sur ma liste de swap. Voilà. Mais un jour, je l'ai vu passer et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et la gourde que je suis lui a dit, oh, ça va être sympa, il va falloir que je l'achète pour le lire.
Je devrais pas dire ça, il y en a qui notent, hein. Il y en a qui m'écoutent. Merde, chier, je croyais que personne m'écoutait. Voilà, donc en fait, on est dans une idée assez atypique, bah, déjà au format, là, qui sont en fait des petites scènes qui se moquent, hein, avec une certaine tendresse quand même, de la chaîne du livre. Alors ça va de l'auteur à l'éditeur, du libraire au bibliothécaire, en passant par évidemment le maillon fort, faible, fort, du lecteur. Voilà. Vous avez des petites scénettes comme ça à chaque fois, avec des choses entre humour, il y a beaucoup de références littéraires, il y a beaucoup le processus des métiers. Alors il y a des références pop, hein, aussi, parce que vous avez quand même des, des petites références dans les choses. Dans les personnages et tout. Alors, bon, si vous n'avez pas les refs, vous pouvez continuer, hein, voilà. Mais c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était très... Alors, c'est très naïf, vous allez me dire, les images sont très naïves, mais justement, j'ai trouvé que ce côté graphisme assez simple, basique, avait des tons, vous voyez, avait des couleurs simples, mais très très bien agencées. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Ça a été drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très intelligent. Avant d'être hilarant, c'est pas hilarant, hein, mais c'est très intelligent, c'est bien foutu, ça se moque de tout le monde s'en prend plein la gueule. Il y en a un, je suis en train de chercher, c'est la table de travail idéale. Il y en a un, la table de travail idéale, vous voyez le bureau hyper bien rangé avec l'ordinateur, les tas et tout. En fait, le vrai bureau à côté, c'est on dirait le mien. Voilà, il y a les tiroirs qui débordent, il y a des feuilles partout. Si vous arrivez à retrouver un truc, putain, vous avez de la chance. Voilà, donc vous avez un tiroir coincé, une poubelle en bas, mais c'est pas la vraie poubelle, c'est des choses que vous avez jetées mais que vous voulez garder. Il faut que je retrouve cette planche, elle est excellente. On dirait mon bureau. Attendez, c'est vers la fin. Je vais la retrouver. Vous avez 5 minutes? Bah ouais, attendez. Parce que c'est pas très très loin de la fin, alors... Hop, 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 hop. Trouvé. Regardez. Voyez, votre bureau idéal, c'est celui-là. Bah le mien, c'est celui-là. Sauf que j'ai pas de page blanche, moi. Il n'y a jamais de page blanche chez moi. Putain, j'ai du cul quand même. Mais bon, voilà. J'ai pas de projet abandonné. J'ai pas la page d'hier par terre, mais voilà. J'ai pas un tiroir, aucune idée, parce que ça j'en ai. Mais voilà, c'est un peu le bordel. Donc j'ai trouvé ça très très sympathique. Merci encore, Mallory. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et franchement, petite BD sympa à offrir à quelqu'un qui aime la lecture, ou à un futur auteur, ou à un auteur qui sait pas quoi faire, ou un bibliothécaire qui a de... Alors attention, il faut que la personne ait de l'humour, hein. Si vous n'avez pas d'humour, vous risquez de coincer un petit peu quand même, hein. Il faut avoir de l'humour, hein. Ouais, puis de l'humour vraiment, hein. Pas le truc... Oh, non, non, de l'humour. Voilà. C'était le point lecture de décembre, le dernier de l'année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette année en ma compagnie. Je vous remercie encore de suivre mes points lecture, de faire des petits commentaires, des petits pouces, des petits... Voilà. Et j'espère que on va passer une nouvelle année ensemble. L'année prochaine, donc puisque vous le voyez le 30, ceux qui le voient plus tard, bonne année. Ah non, j'aurais pas dû dire ça parce que ceux qui le voient le 30, ils vont gueuler. Oup, hop, hop, parenthèse, pas, je retire. Vous savez que je fais pas de montage, je ne retirerai pas. Voilà, mais bon bref, je vais essayer de vous tourner la vidéo de mes projets 2023 parce que je me suis fait un petit truc. Voilà, j'ai décidé de sortir de mon carnet tous les livres que je voulais lire depuis des plombes. Et j'ai biffé tous ceux que je sais que je ne lirai jamais parce que ça ne m'intéresse plus. Que j'ai changé d'avis, que voilà, c'est pour ça que je n'achète pas les livres à l'avance, parce que je sais qu'au bout d'un moment, il y a des livres que vous n'avez plus envie, qui vous sied plus, que vous avez changé en vieillissant, vous changez aussi de façon de voir, de façon de lire, de façon d'aimer les choses. Voilà, sinon, il n'y a pas d'évolution, c'est chiant. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Les prochaines vidéos, c'est les bilans. Bilan livresque, top 15 des livres de 2022, des romans de 2022 avec les 7 ou 8 BD, je ne sais plus. Je crois qu'il y a 7 BD et une en part. La prochaine, après, c'est forcément la pile à lire de janvier. On recommence, on prend les mêmes et on recommence. Et il y aura le top 15 des films et des séries qui sortira le 8 janvier. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous programmez. Et je vous expliquerai aussi dans la vidéo des vœux de 2023 et des projets livres ici, ce que je fais parce que j'ai fondu des émissions, enfin
Ouais, j'ai fondu ensemble des vidéos que je faisais parce que je me suis rendu compte que dernièrement, vous aviez beaucoup de chance, j'en faisais beaucoup, mais que ça me prend beaucoup de temps et que j'ai besoin de temps pour certaines choses. Donc, parce que j'ai repris certaines activités, parce que j'ai envie de reprendre une activité qui me fait vraiment beaucoup de bien et que j'ai pas le temps sinon de faire les vidéos, de faire ça, etc. Donc j'ai réduit, en fait j'ai réagencé certaines vidéos ensemble pour que vous soyez pas lésés, qu'il y en ait toujours une le mercredi, donc vous aurez tous les mercredis une vidéo, et il y aura une vidéo de temps en temps le dimanche à 18 h, mais pas tous les dimanches. Donc vous n'aurez pas 7-8 vidéos comme vous avez eu ces derniers temps. Déjà premièrement parce que je pense que c'est trop, parce que vous n'arrivez pas à voir tout. Et en plus, il y a les lives. Donc, j'ai rebalancé certaines choses sur le live du mardi, du deuxième mardi du mois, histoire que voilà, on fasse d'autres choses que de. On parle bouquin, mais qu'on fasse autre chose parce que c'est plus sympa. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin d'année 2022. Elle a été bien pourrie, on espère que la 2023 sera mieux. Parce que voilà, c'est bon, hein, on arrête. Hein. Ça fait quand même 3 ans. Hein. Donc, s'il vous plaît, hein, faut avoir un peu de. Au moins une année de rab. C'est-à-dire une année où il n'y a rien, pas de catastrophe, pas de merde. Un truc cool. Ou qu'à la fin, on se dit putain, on s'est fait chier cette année, mais c'est pas grave, on n'a rien eu, on est tranquille. Vous savez, les jours où vous dites ah putain, je me fais chier, mais le lendemain, quand vous avez que des merdes, vous dites ah bah j'étais bien là hier, me faisant chier. C'est tout ce que je vous souhaite, de vous embêter l'année prochaine et de pas avoir d'ennui. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sinon, si vous n'avez pas envie de voir les bilans et que ça vous gonfle, prochaine vidéo. Bisous, bisous. Hux n'a pas voulu venir, hein. Il fait la gueule. J'ai perdu un truc. Enfin, j'ai cassé sa gamelle d'eau. Je l'ai remplacée par de la porcelaine, attention, on déconne pas. Mais ça lui plaît pas. Il fait la gueule. Il tourne autour, on dirait un chef Sioux. Il fait la tronche. Quoi. Ciao.